Si je vous dis qu'aujourd'hui on va essayer une petite sportive française, fabriquée en France, animée par un 4 cylindres en position transversale arrière, et dont l'obsession lors de la conception a été la quête de légèreté, vous allez sûrement penser à l'Alpine A110, mais non, c'est pas ça. Dans les années 90, une petite équipe de passionnés s'est justement dit qu'il manquait une descendante à la célèbre berlinette des années 60 et 70 et a décidé de construire sa propre voiture. Aujourd'hui, on va vous raconter la fabuleuse histoire des automobiles Michel Hommel avec Gilles Dupré qui a imaginé cette voiture, qui l'a mise au point, qui a chapeauté sa production, bref, qui est le super papa de cette auto. Alors Gilles, bonjour, vous êtes ingénieur automobile de formation, vous avez été aussi journaliste pour les magazines notamment Échappement, Auto Hebdo qui appartenait à Michel Hommel. Et c'est presque par ce biais que naît l'idée de fabriquer votre propre voiture. Je crois quasiment lors d'une réunion de rédaction, c'est comme ça que vient l'idée, que naît l'idée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce lancement, comment est née cette idée un petit peu folle? Mon cher Mathieu, en fait, c'est ce qu'on appelle une discussion de bistrot. Et la plupart d'entre elles dans la vie ne mènent à rien. Mais celle-là, elle a débouché sur cette aventure magnifique. Donc effectivement, Michel Hommel et Olivier Connel, le directeur général, qu'on a revu après à la tête de Citroën, Compétition et Peugeot, m'ont confié la direction d'Échappement cette année-là, en février 1990. Et dans le bistrot d'en face du groupe de presse, rue de Lille, dans le 7e arrondissement à Paris à l'époque, on fait une petite réunion de travail. En réalité, Michel Hommel modifie les plans, il déjeune avec le fils de Jean Redley, magnifique créateur d'Alpine, Jean-Charles Redley, pour lui demander conseil pour sa collection d'Alpine future pour le musée, qui aboutira à 17-18 voitures. Et moi, je déjeune avec Connel pour voir un peu la feuille de route de l'organisation d'Échappement. Jean-Charles Redley s'en va, Michel Hommel nous rejoint, Olivier Connel lui fait le rapport, il retourne à son bureau et Michel Hommel s'assoit en face de moi. Il ne me parle pas d'Échappement, il est encore sous l'émotion de la discussion qu'il vient d'avoir avec Jean-Charles Redley sur Alpine et il me lâche, dis donc, qu'est-ce que ce serait chouette de construire une berlinette. Et il ne savait pas que depuis 10 ans, je travaillais sur ce projet. Et avec beaucoup d'humilité, je lui réponds, écoute, si tu veux, moi je suis prêt. Attention, il n'était pas question de commercialisation, c'était une aventure déjà hors du commun. Un journal concevait et construisait sa voiture. Et on a construit un atelier de 600 mètres carrés au rez-de-chaussée du groupe de presse, où on pouvait construire des voitures de A à Z, à l'état de prototype, pas en série. Et moi j'avais Échappement là-haut, mon métier d'essayeur, et toutes les nuits, avec le seul employé au départ, qui était mon frère, voilà comment c'est parti. Alors cette aventure naît comme ça, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il ne s'agissait pas non seulement de créer une voiture pour la course réservée au circuit ou au rallye ou à la course de côte, vous avez eu l'idée de créer une voiture homologuée pour la route. Donc je ne sais pas si on se rend compte, ça veut dire que l'auto devait passer les normes de crash test, de pollution. Comment vous avez fait avec vos petites mains, entre guillemets, pour réussir cette prouesse? La commercialisation, elle n'était pas prévue au départ. C'est que lorsque nous avons présenté le projet de cette berlinette d'un journal au Mondial, au Salon de Paris 92, il y a 12 clients spontanément qui sont venus donner un chèque pour en construire une. Et du coup, Michel Hommel, le dernier jour du salon, a décidé, je lui ai dit, Michel, t'es complètement fou, de produire en toute petite série et de manière très artisanale cette voiture. Pour vous aider justement à construire cette voiture, vous utilisez beaucoup de pièces de la grande série. Quelles sont ces pièces? On a le moteur, des éléments de châssis. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les pièces qui viennent des constructeurs historiques? Alors, effectivement, le moteur, il fallait sans arrêt changer de moteur à cause des nouvelles normes d'homologation. Donc, c'est la lignée des 2 litres 16 soupapes Peugeot, en fait. Bon. Mais quelques éléments de suspension, de berceau de la grande industrie de Peugeot, toutes les pièces proviennent uniquement de PSA. Même le pare-brise, qui est un pare-brise de Citroën XM.
Il y a un petit bout du début de boîte de vitesse, puisque toutes nos boîtes de vitesse sont spécifiques et dès le départ avec 6 vitesses. Mais il y a surtout beaucoup de pièces spécifiques. Donc bien sûr, 100% du châssis, 100% de la conception des suspensions. Vous m'expliquiez que vous avez profité de beaucoup d'aide, de bienveillance justement des grands industriels qui se sont un peu pris de sympathie pour votre projet et qui vous ont aidé à passer les homologations. Donc vous avez parlé de PSA, mais il y a aussi d'autres partenaires qui vous ont beaucoup aidé à mener à bien ce projet. Alors les homologations quand même à 99%, on les a passées nous-mêmes, personne ne nous a aidés. Je vous ai cité anecdotiquement des supporters avec Philippe Guédon de chez Matra, Cossin qui venait de la course et puis Garavelloni. Bizarrement, l'équipe Matra a été nos supporters alors qu'ils étaient liés avec Renault. Mais donc, si vous voulez, il ne faut pas pleurnicher quand on est en France. Donc nous, on n'a rien demandé à personne. Mais ce partenariat, dès le départ, avec Peugeot, s'est fait de manière naturelle. Grâce à un mec qui était extraordinaire, qui est devenu le patron de la course, qui s'appelait Corrado Provera. Il était à la tête des relations publiques et il a tout de suite foncé sur l'aventure. Ensuite, quelques 2 ans après, c'est le patron de Peugeot, Frédéric Saint-Jour, qui après avoir essayé la voiture, on lui a rien demandé, qui a donné des instructions et effectivement, le groupe PSA, par miracle, s'est ouvert de tous les côtés, par passion des hommes, je ne sais pas si ça existerait encore aujourd'hui, à nous donner des coups de main formidables dans la production d'ensembles mécaniques spéciaux. Notre boîte de vitesse qui était faite par un département proto à Valenciennes de Peugeot ne venait pas à l'OEAC, elle allait à Sochaux et avec notre propre boîte qui en plus tournait à l'envers. S'ils avaient monté ça dans une 405, elle serait partie en marche arrière. Voilà. Et même jusqu'au défi d'un patron magnifique de l'usine de Citroën Rennes, qui a découvert cette aventure et qui a voulu lancer son propre défi, parce qu'il avait un département proto de 100 personnes, de produire nos châssis. Et à part tous les châssis proto que nous avons bien sûr fait nous-mêmes, tenez-vous bien, ce châssis tubulaire extrêmement complexe, tous sont sortis de l'usine de Citroën Rennes. Donc là, on passe à la production. Donc là, ça va plus se passer dans le sous-sol du magazine. Michel Hommel rachète l'ancienne laiterie du village de l'OEAC et c'est ici que sera produite la berlinette et la barquette. Exactement. Donc la voiture finit par être commercialisée, elle est en vente. J'imagine que le magazine Échappement qui était à l'origine de ce projet va essayer cette voiture comme n'importe quel autre sportif qui est ici à l'époque. Est-ce qu'à l'époque, vos essayeurs ont le droit de tout dire sur cette voiture? Est-ce qu'ils ont le droit de la critiquer dans les essais? Oh alors, oui, et comment? Et ils ne s'en sont pas privés. Notamment dans notre confrère d'Auto Hebdo. Échappement a été un peu plus généreux avec nous, mais c'était un petit peu, vous connaissez l'esprit français, c'était le défi de critiquer son patron. Voilà. Donc on n'a jamais eu d'avantage et la presse extérieure au groupe de presse Hommel a été beaucoup plus généreuse et objective avec nous que l'a été la maison mère, par goût du défi. Bon, voilà. Alors cette voiture, elle est donc commercialisée en 1994. La première sort d'usine il y a 30 ans. Elle a évolué au fil de sa carrière. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les différentes évolutions? Il y a eu plusieurs déclinaisons, la berlinette, la barquette. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'évolution de cette voiture au fil de sa commercialisation? Alors la première voiture commercialisée, c'est la berlinette Échappement, pour rappeler son origine. C'est celle-ci, elle est déjà très différente de ce qu'on appelle dans le jargon la grand-mère, c'est-à-dire la voiture que le journal avait construite en interne. À cause de quoi? Des nouvelles normes incessantes de pollution. Donc il a fallu déjà implanter un autre moteur. Dès le départ du projet, j'ai intégré une version sage, la berlinette, mais dès le départ, la barquette. Parce que ces deux voitures, à quelques centaines de détails près, sont les mêmes. Il y a deux versions. On a commencé par celle-ci, parce que Michel trouvait que c'était un peu osé, celle-là. Et il m'a dit cette anecdote, d'ailleurs, qui est amusante. Écoute, ta barquette, on en vendra deux, toi t'en achèteras une, ce que j'ai fait plus tard, et on trouvera un deuxième cinglé en France.
Et en fait, nous en avons fait, ce qui est énorme pour nous, 52. Alors ensuite, nous, on était bien avec ça, nouvelles homologations, incessantes, il faut encore refaire presque toute la voiture avec un énième moteur. C'est déjà le 3e. Et là, on fait naître la berlinette dite RS. RS, c'est pas pour plagier Porsche ou Ford, c'est parce que le nom de code du moteur, c'est XU10J4 RS, et entre nous, on l'appelait la RS, et elle a fini par s'appeler la RS. Et puis ensuite, un défi invraisemblable, à partir du moteur Peugeot, nous décidons avec mon ami Joseph Lebris de la firme Danielson Engineering de développer notre propre moteur. 2 ans de travail, plus de 100 passages au banc d'essai, et du coup, cette voiture s'appelle la RS2. Et c'est l'ultimodèle commercialisé. Parce que au musée, il y a déjà la RS3, qui est en version barquette, une toute nouvelle barquette à cause des règlements aussi, pareil. Et on ne l'a pas commercialisée pour différentes raisons, où il fallait rester ou revenir les pieds sur terre. Il est maintenant temps de conduire ces autos sur le circuit de l'OEA qui était le circuit de développement de toutes ces versions. Alors on a le privilège d'essayer 2 versions différentes. La toute première, la berlinette échappement, et la toute dernière qui a été commercialisée, la berlinette RS2. Alors cette RS2, pour l'anecdote, c'est la voiture de développement qui totalise bientôt 300 000 km et qui est la propriété de Gilles Dupré. Donc on va essayer de ne pas la casser, de faire attention. C'est parti. Nous voilà à bord de la toute première berlinette échappement. Alors on découvre une ambiance très course, très dépouillée, hein, avec un bouton de démarrage séparé, avec des poignées de porte qui ne sont pas des poignées mais juste des câbles pour ouvrir les portières, des vitres à glissière. Bref, on est vraiment dans une voiture de course. On a la tôle à nu qui est rivetée, c'est certes dépouillé mais c'est très joli, on sent que c'est du bel artisanat. On voit des morceaux du châssis tubulaire, donc on est vraiment dans une ambiance très course. Malgré tout, comme nous l'expliquait Gilles Dupré tout à l'heure, c'est une voiture qui est quand même prévue pour faire un petit peu de route. On a moyen de mettre des valises cabines à l'arrière, on a un grand réservoir qui préserve une belle autonomie. On a un siège passager qui est réglable en longueur, et au niveau du conducteur, on découvre qu'on a vraiment une bonne position de conduite. On est très bien installé. Alors le volant ne se règle pas en profondeur, mais il est placé près du corps. On a le levier qui tombe parfaitement sous la main, qui est proche du volant. On a un pédalier qui est parfaitement taillé pour faire le petit talon pointe. Et le siège, voilà, est implanté bas. On est bien installé, on sent bien la voiture. C'est déjà un très bon début. En attendant de laisser chauffer la mécanique, on découvre aussi des commandes hyper agréables. Alors rien n'est assisté, la direction n'est pas assistée, le freinage n'est pas assisté. Mais comme l'auto est légère, 950 kg, il n'y a pas besoin de mettre 200 kg de pression dans la pédale, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'efforts au volant. Par contre, ça sert vraiment la précision. Là, on a une petite pluie et pour autant, on sent exactement l'adhérence disponible au bout des doigts en virage et au bout des orteils au freinage en ligne droite. Donc on peut se permettre de hausser le rythme sans arrière-pensée, on est tout de suite en confiance. Alors ce moteur 2 litres à cave, comme on l'appelle, qui fait 155 chevaux, il était assez critiqué dans les voitures de série dans lesquelles il était monté, les ZX, les 306 S16. Mais là honnêtement, il est méconnaissable entre la légèreté de la voiture, la boîte qui n'est pas du tout étagée pareil, cette boîte 6, on a une première très longue, et les rapports qui suivent qui sont très rapprochés, ça permet d'avoir très peu de chute de régime entre les rapports. Et déjà en performance, à aucun moment on a l'impression de manquer de chevaux. Alors par contre, pour ce qui est du comportement en virage, on va attendre d'essayer la deuxième berlinette, la RS2, puisque ce modèle a des pneumatiques Michelin quasiment d'origine, qui ont plus de 20 ans, qui sont très secs, très durs. Donc au niveau adhérence, alors c'est rigolo, là, surtout qu'il commence à pleuvoir, ça glisse assez facilement. Ça ne permet pas de voir vraiment le comportement initial de la voiture. Donc ça, je vous en parlerai plus tôt dans la deuxième version.
on a sauté dans la berlinette RS2. Alors on retrouve exactement la même ambiance intérieure, hein, ça n'a pas évolué, contrairement à la mécanique qui a beaucoup gagné en puissance. Je rappelle qu'on a un 2 litres qui développe 195 chevaux. Alors le moteur n'a pas perdu en coffre à bas régime, hein, je dirais même qu'il a encore gagné de la force à mi-régime. Par contre, à haut régime, il n'a plus rien à voir. On a une sorte de deuxième effet qui se coule à 5000 tours avec le moteur qui s'envole ensuite jusqu'à 7003. C'est vraiment beaucoup plus rageur. Pas la même voiture côté mécanique, et puis on va pouvoir mettre un petit peu plus de rythme dans les virages parce que là on a une montre pneumatique quasi neuve, des Michelin Pilot Sport 5. Alors l'auto est hyper incisive dans les changements de cap, là on sent vraiment le bénéfice de la légèreté. Ce qui est aussi assez impressionnant, c'est la progressivité des réactions. Si on se rend compte qu'on est arrivé un peu trop vite, on lève un petit peu le pied, le train arrière se décale, il aide à tourner, mais ça ne demande pas des gros contre-braquages très vifs, comme c'est parfois le cas dans une Lotus ou dans une Caterham qui demande beaucoup plus de travail au volant. En amortissement également, c'est remarquable, la piste est un petit peu bosselée, mais la suspension absorbe tout. Ça participe aussi à la facilité de conduite. Ce qui est super, c'est qu'un débutant ne va pas se faire peur avec cette auto, et un pro va vraiment s'amuser parce que l'auto réagit super bien au transfert de masse. Ah, puis ce moteur rageur là en sortie de virage, c'est vraiment un plaisir. En fait, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça que veulent les amateurs de pilotage. On n'a pas envie d'avoir 500, 600, 700 chevaux, de faire des 0 à 100 en moins de 3 secondes, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est voilà, une auto vivante. Là, on n'a même pas 200 chevaux et pourtant, à aucun moment, on a l'impression de manquer de puissance. On a un châssis hyper réactif, hyper progressif. C'est ça qu'on veut, tout simplement. Il est temps de remercier Gilles Dupré pour le prêt de ses voitures et l'organisation de cet essai qui s'est déroulé lors du rassemblement annuel des propriétaires d'Hommel sur le circuit de l'Oéac. C'est l'occasion aussi d'immortaliser Michel Hommel et Gilles Dupré devant leur création, duo sans qui cette formidable page de l'histoire automobile française n'aurait jamais eu lieu. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors si l'univers des automobiles Michel Hommel vous intéresse, je vous conseille vivement de visiter le manoir de l'automobile de l'Oéac, car outre les 400 voitures de toute époque, les belles mises en scène, les bateaux, les motos, les Formule 1, les reproductions, les affiches, bref, c'est vraiment un musée qu'on peut visiter en famille, c'est pas 100% voiture. Et donc, outre toute cette richesse du musée, on a un coin dédié, bien sûr, aux voitures de Michel Hommel. On a la toute première, la grand-mère, qui a servi de voiture de développement. On a aussi des modèles qui ne sont jamais sortis, comme le Capster, qui était une version cabriolet basée sur la barquette, comme la RS3, qui aurait été la suite de la RS2, mais qui n'a malheureusement jamais été produite. Voilà, on a vraiment plein d'éléments pour plonger encore plus loin dans l'aventure. On a aussi un châssis à nu, on a les toutes premières maquettes, bref, c'est vraiment hyper riche. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, on essaiera d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour le prochain sujet. Bye bye.